The first volume concerns prehistory of France, but two chapters are concerning the organization of archaeology in France and the evolution of methods and techniques of archaeology. And the first chapter, due to Jean-Paul Demoule, concerns the very important changes dans les changements. Je vais parler en français, and the PowerPoint is in English. Donc, l'archéologie française, 1976-2016, ou comment passer d'un effectif de quelques centaines d'archéologues à plus de 5000 en moins de 40 ans. Donc, c'est une transformation considérable de notre sociologie de l'archéologie. Et donc, ça a concerné d'abord le développement de l'archéologie préventive avec la création de l'AFAN et surtout la création de l'INRAP en 2002, qui est devenu le premier employeur d'archéologues en France, mais aussi le premier pourvoyeur de données archéologiques de terrain. La consolidation de l'archéologie au sein du ministère de la Culture, qui jusqu'à présent des postes qui pour la plupart étaient des postes bénévoles occupés par des universitaires ou des chercheurs du CNRS et qui assez rapidement à partir de la fin des années 70 sont devenus des professionnels titulaires, des conservateurs en archéologie. Signalons également les travaux importants de la sous-direction dans le domaine de la carte archéologique, dans le domaine de la réalisation d'un certain nombre d'atlas, et puis aussi l'inventaire des richesses artistiques, des monuments et richesses artistiques de la France. Bref, un travail de fond qui a été accompli ces 40 dernières années, dont je pense on n'a pas encore souligné l'importance et le labourage profond dont il est résulté sur les données à notre disposition sur le patrimoine de la France. Le développement de l'enseignement de la préhistoire et de la protohistoire en université, et certains regretteront que c'est seulement en faculté de lettres et que nous avons perdu un certain nombre d'enseignements en faculté des sciences de la Terre ou dans d'autres disciplines où la multidisciplinarité aurait été sans doute plus profitable à nos jeunes étudiants. La spécialisation progressive des chercheurs et des laboratoires dans les différents UMR du CNRS, la disparition des derniers archéologues amateurs, une présence renforcée de la préhistoire et encore plus de la protohistoire dans l'archéologie métropolitaine, le développement des musées de sites qui font l'admiration de tous nos collègues du monde entier, et surtout pour les archéologues français qui fouillent à l'étranger et qui aimeraient bien pouvoir, sur leurs fabuleux sites fouillés à l'étranger, avoir les mêmes possibilités de créer des musées de sites comme ceux qui sont créés en France. Et puis les facsimilés qui satisfont un grand public toujours plus passionné jour après jour par l'archéologie. Une présence toujours très active de l'archéologie française à l'étranger grâce au ministère des Affaires étrangères, au MAEDI, et toujours une dichotomie forte d'origine historique et sociologique entre préhistoire, protohistoire d'un côté et archéologie classique de l'autre côté. D'accord. Deux périodes qu'il faut signaler. La première période, 1976-1996, est une période où, avec un grand développement de l'archéologie quantitative, des statistiques, de l'informatique qui était à son début, de l'archéométrie, de nos amis physiciens, des sciences de la Terre. Et donc cette période a été une grande période, je dirais, où la science a eu une influence importante sur l'avancée des recherches et sur les résultats. À partir de 1996, nous avons eu des influences postmodernes dans l'archéologie française, certes un peu moins que chez nos collègues anglo-saxons, mais ces influences postmodernes ont un petit peu inversé le sens de la scientificité de nos études
Et donc je pense que ça fait 20 ans que nous faisons du postmoderniste. Il est temps maintenant de passer sans doute à un paradigme, au paradigme suivant et de revenir un peu dans un néoprocessualisme qui serait justifié par la scientificité importante de l'archéologie. Dans le domaine des méthodes et techniques de l'archéologie, il faut signaler un développement important de l'archéozoologie, de la paléoclimatologie, qui date du début des années 70, des grandes études technologiques qui ont remplacé progressivement les anciennes études typologiques, un grand progrès dans les datations absolues, dans la méthode radiocarbone qui ne cesse de s'améliorer avec les techniques AMS, la calibration, et enfin maintenant avec l'élimination de la pollution dans les échantillons. Mais aussi la thermoluminescence, le SR, les grandes bases de données dendrochronologiques. Nous avons 2 référentiels en France en dendrochronologie. Tout ça n'existait pas au début des années 70. La prospection géophysique avec l'automatisation des équipements, l'arrivée du LIDAR, qui est un véritable miracle en environnement forestier, mais pas seulement, la mécanisation des fouilles, c'est le domaine plus particulièrement de l'archéologie préventive, et la protection des sites en cours de fouille, c'est le domaine de l'archéologie programmée, qui ne peut se faire qu'en fouille de 1 ou 2 ans, mais sur des périodes où la constante de temps est effectivement d'une dizaine d'années ou plus. L'archéologie expérimentale s'est développée, l'archéologie anthropologie funéraire s'est entièrement renouvelée sous la conduite de Henri Dudet. Les relevés d'art préhistorique ont été entièrement refaits dans quasiment toutes les grottes de France, avec des techniques de relevé qui sont améliorées par rapport aux anciennes techniques d'Henri Breuil. Et enfin, l'informatique qui s'est développée, l'Internet, avec la recherche documentaire, la publication archéologique, fait que nous pouvons résoudre un problème de taille critique de nos publications et pouvoir, qui, vous le savez, est supérieur à 600 exemplaires, et cette taille critique ne peut être résolue que par la diminution drastique des coûts de composition, d'édition et de diffusion de nos publications. Nouvelle spécialité, la tracéologie, mais ça va faire rire nos collègues russes qui ont inventé la tracéologie il y a beaucoup plus longtemps que ça, mais elle n'arrivait en France que dans le début des années 80. Gloire à Semenov. Les analyses isotopiques qui se sont développées, et notamment dans le domaine de la paléodiète. L'archéogéographie, une discipline nouvelle qui n'existait pas il y a 30 ans, mais les géographes qui s'intéressaient à l'archéologie existaient déjà. L'analyse des données multidimensionnelles, les systèmes d'information géographique, l'informatique 3D, tout ceci aujourd'hui fait partie de l'outillage quotidien. Les études d'approvisionnement en matières premières, et notamment pour les paléolithiciens et les néolithiciens du silex, des gîtes de silex, de la diffusion de toutes les informations que nous pouvons tirer de ceci, les lithothèques qui se sont développées en France, de réseaux de lithothèques qui vont sans doute se coordonner, la naissance de la paléogénétique, avec toutes les difficultés qu'ils ont à résoudre, à la fois pour le travail en laboratoire et pour l'interprétation des structures tirées de leurs résultats, et les fouilles en milieu urbain qui ont acquis une méthode spécifique de fouille et qui n'existait pas. Donc vous voyez à quel point depuis 40 ans, l'archéologie en France s'est modernisée, et elle s'est non seulement modernisée, mais elle est devenue un état de l'art avec des professionnels de très haut niveau. En géologie du Quaternaire, en géoarchéologie du Quaternaire, et dans les années d'après-guerre, nous avons eu des quaternaristes de très haut niveau qui ont travaillé à la fois dans les séquences de Leuze et dans les remplissages d'Abri-sous-Roche. Dans les remplissages d'Abri-sous-Roche,
nous avons constaté que nos interprétations des dépôts n'étaient pas aussi simples qu'il semblait. Et donc, il est important de voir à quel point nous avons progressivement réussi dans la géoarchéologie quaternaire à passer de la notion de remplissage type à la notion de processus de remplissage. Maintenant, on pense processus quand on a affaire à un remplissage d'abri sous roche ou un remplissage. Et donc, on va penser à des processus de dépôt, des processus d'érosion, des processus d'altération, d'épidogénèse, etc. Le fait de penser processus a révolutionné la géoarchéologie quaternaire et je pense qu'elle a permis de rectifier un certain nombre d'erreurs qui avaient été faites, en particulier dans les séquences d'abri sous roche et d'entrée de grotte. Les développements des études en environnement non anthropique, qui sont effectivement très importants parallèlement à ceux qui, pour mieux comprendre ceux qui sont faits en environnement anthropique, la révision des interprétations des remplissages d'abri sous roche. Par exemple, je prends un exemple qui est cité dans le livre, le grand abri de la Ferracie, où Henri Delporte et Henri Laville avaient cru voir des niveaux de foyer. Les derniers résultats de ceux qui ont étudié les stratigraphies montrent que ce sont des petites pédogénèses et donc qui sont parfaitement corrélées. Donc vous voyez, dans les remplissages d'abris sous roche, on peut aussi faire de la paléoclimatologie. La palynologie a été remise en cause en milieu anthropique, mais elle s'est développée dans des milieux non anthropiques et elle est toujours extrêmement utile à l'archéologie. Et naturellement, le développement des études taphonomiques, puisqu'un site préhistorique, c'est quelque chose qui est perturbé par le processus de sédimentation, perturbé par des animaux fouisseurs, perturbé par énormément de choses. Et donc, on ne peut plus faire aujourd'hui l'étude d'un niveau d'occupation sans avoir fait des analyses, des études taphonomiques importantes pour vérifier le degré de perturbation de la couche. Dans le domaine de la paléontologie, il faut, et là je reprends l'ensemble des chapitres qui ont été coordonnés par Jean-Philippe Brugal et avec l'aide d'Anne-Marie Moigne. En paléontologie, il faut noter quand même la multiplication des collections de comparaison, l'enrichissement des corpus morphométriques, des progrès dans la systématique et la détermination des espèces et des sous-espèces, tout ce travail souterrain dont on ne parle jamais assez, mais qui ne peut permettre de faire de la paléontologie animale sans l'importance de ces référentiels. Les travaux sur les déterminations de l'âge et de la saison à la mort, l'identification, et cela est très important pour les archéologues, des zoocénoses et de l'adaptation des zoocénoses animales aux variations climatiques. Les études de paléodiète et, il ne faut pas oublier, les études des sites non anthropiques, les avènes-pièges, les repères, tout ceci montre que la paléontologie animale associée à la préhistoire est quelque chose de très important. L'archéozoologie, qui accompagne la paléontologie, nous a fait depuis 40 ans, nous a apporté des progrès considérables. Et notamment le travail sur les estimateurs qui remontent à la fin des années 70, les travaux de taphonomie qui mettent en évidence là aussi en archéozoologie l'importance des processus, l'abandon du paradigme de charognage de Lewis Binford et de ses indices à interprétation très diversifiés, l'importance des études sur la saisonnalité et la durée d'occupation des sites par des méthodes diverses et complémentaires, les études synégétiques et enfin le but ultime de l'archéozoologie pléistocène, c'est la détermination du système de gestion des ressources alimentaires dans le cycle annuel.
Dans le domaine de l'anthropologie biologique et de l'archéologie funéraire, la découverte pour le paléolithique ancien et moyen, nous avons découvert en France de très nombreux vestiges humains, d'abord d'Homo heidelbergensis à Totavel et d'hommes de Néandertal à Totavel. Si je me souviens bien, il y a plus de 140 numéros identifiés à Totavel. 149. Les fameux, les découvertes de Biache-Saint-Vaast. J'étais étudiant quand je suis intervenu là-bas avec mon maître Michel Brésillon. Nous étions dans 2 carrés de fouilles continues, le professeur de l'université de Paris 1 et le jeune étudiant à côté de lui dans le carré à côté. Nous étions tous. Moi, j'étais encore militaire, j'avais demandé une autorisation à mon colonel pour sortir du régiment pour venir. Et donc, nous étions tous les deux dans cette fouille de sauvetage à Biache-Saint-Vaast, avec tous les préhistoriens de France qui étaient venus donner un coup de main à Alain Tuffreau. Le squelette de Saint-Césaire, l'enfant du moustier, bref, nous avons un certain nombre de nouveaux résultats et d'anciens. Et donc, les principaux résultats sur les néandertaliens, c'est cette accrétion des traits néandertaliens avec le temps, sans corrélation avec les variations climatiques, mais il faudra sans doute attendre plus de découvertes sur l'OIS 5 pour confirmer ceci. Et enfin, cette surprenante association de l'homme de Néandertal et de l'industrie de Châtel-Perron, industrie du paléolithique supérieur, à Saint-Césaire et à Arcy, qui ont complètement modifié notre vision de l'association Néandertal égale paléolithique moyen, Homo sapiens égale paléolithique supérieur, mais ceci, qui n'est pas vrai en Europe, n'est pas vrai également ailleurs. Dans le domaine du paléolithique supérieur, donc, nous n'avons que des sépultures en France du Gravétien et du Magdalénien. Nous avons découvert de nouveaux squelettes, mais dans des environnements de grottes et non pas de sépultures, comme à Cussac ou comme à Vilhonneur. Donc vous voyez sur la photographie, c'est un des squelettes de la grotte de Cussac. Dominique-Henri Gambier a fait, avec beaucoup de patience, la révision de l'âge des fossiles que nous connaissions avec des datations radiocarbone. Et sans surprise, un certain nombre de squelettes sont devenus mésolithiques ou mérovingiens, ce qui a réduit effectivement le nombre de fossiles du paléolithique supérieur. Il nous manque donc des sépultures de l'Aurignacien pour remplir ce gap de près de 10 000 ans entre le dernier néandertalien et le premier sapiens connu gravétien en France, qui est l'homme de Cro-Magnon. Et au passage, nos collègues archéologues ont fait la révision des sépultures, des magnifiques sépultures qui avaient été découvertes, Saint-Germain-la-Rivière, la Madeleine, l'homme de Menton, c'est-à-dire la grotte du Cavillon, les hommes de Cro-Magnon, etc. Dans le domaine du mésolithique, Bruno Boulestin, qui a rédigé le chapitre, nous a surpris en nous révélant la diversité et la multiplicité des habitudes funéraires des hommes mésolithiques, avec les sépultures, comme celle de Théviec et Oedic, qui ont été récemment révisées, des dépôts en grotte, des incinérations, des dépôts de têtes à Mandelfelsen, comme les dépôts de têtes en Allemagne à Hofnet, et même du cannibalisme dans la grotte du Pérat. Alors le premier peuplement en France est le paléolithique inférieur. Eh bien, comme vous le savez, nous savons que les premiers peuplements de l'Europe se trouvent dans des sites qui sont situés d'abord dans les régions méditerranéennes. Et en France, nous cherchons effectivement les traces d'un peuplement autour du million d'années dans la partie nord de la France. Et donc, nous sommes toujours à la recherche de ces sites majeurs qui montreront
que l'ensemble de la France est déjà peuplée autour du million d'années, à peu près comme, et nous le savons, puisque nous avons un site en Angleterre autour du million d'années, et donc s'il y a un site en Angleterre, il y en a forcément aussi d'autres dans la partie nord de la France. Pour le mode 2, donc pour l'acheléen, eh bien, il est présent dans toutes les régions de France, du stade isotopique 15 au stade isotopique 9, à partir de 650 000 ans, dans le bassin de la Somme, qui est la région historique pour l'acheléen, mais la Normandie, la Bretagne, l'Aquitaine, l'Auvergne, la vallée du Rhône, la côte méditerranéenne. Bref, l'acheléen est une période qui est très richement peuplée en France. Au Paléolithique moyen, eh bien, c'est la remarquable adaptation de l'homme de Néandertal au froid, à partir du stade isotopique 8, des remontées vers le nord dans les épisodes interglaciaires, des reflux vers le sud dans les épisodes glaciaires, des petits territoires de peuplement, des approvisionnements locaux opportunistes, une chasse locale, etc., une mobilité faible, une démographie faible. Bref, nous connaissons à en savoir un petit peu plus sur le paléolithique moyen de la France, même si nous attendons avec patience le règlement de la question de la variabilité des industries du paléolithique moyen et de la succession des archéoséquences, puisque pour l'instant, après l'échec de l'approche typologique de François Borde, nous n'avons pas encore réussi à démêler les différents processus qui sont générateurs de la variabilité des industries du paléolithique moyen. Le débitage du paléolithique moyen n'est pas en France seulement un débitage sur éclat de Levallois, quina, discoïde, bifacial, mais il est aussi volumétrique. Dès le stade isotopique 5, il est lamellaire au stade isotopique 4 dans la vallée du Rhône. Donc cette séparation débitage laminaire et lamellaire d'un côté pour le paléolithique supérieur, débitage sur éclat pour le paléolithique moyen est en train de s'effacer progressivement. Et cette diversité des débitages de l'homme de Néandertal, qui prouve une grande intelligence dans son adaptation à l'environnement froid des stades isotopiques des deux derniers glaciaires, montre que nous devons changer notre vision sur cet homme-là, que je trouve, je vais faire un jeu de mots, que je trouve très moderne dans sa culture matérielle et dans sa capacité à s'être adapté au froid. Le moustérien tardif que nous avons est-il un artefact de mesure radiocarbone? En d'autres termes, nous savons tous aujourd'hui que dater un échantillon d'os animal dans un niveau moustérien ne date que la pollution de l'échantillon et pas sa date. L'art moustérien, un artefact de mesure uranium-thorium, nous en discuterons pendant le congrès. Personnellement, en tant que physicien aussi, je pense que l'uranium-thorium est une méthode de datation qui fonctionne en système fermé, et je ne vois pas que la coulée d'eau sur les parois d'une grotte soit un système particulièrement fermé, et donc je crains que nous ayons ici un artefact de mesure, mais place aux scientifiques, un congrès est là pour en discuter. Et enfin, repenser collectivement et de façon multidisciplinaire la transition paléolithique moyen, paléolithique supérieur, qui n'est pas réglée, sauf dans les films sur Arte ou dans la presse grand public, mais en tout cas pour les scientifiques qui travaillent sur cette transition paléolithique moyen, paléolithique supérieur, je me fais votre avocat en disant que nous sommes toujours en train de travailler sur cette problématique et que rien n'est encore réglé et aucun des modèles ne l'a emporté sur l'autre. Il me reste encore combien de temps, François? 5 minutes. Alors, je vais passer rapidement sur le paléolithique supérieur de la France. Et donc, un cadre chronostratigraphique qui a été entièrement rénové depuis 40 ans, suite à l'abandon du système Perroni.
15 minutes. Ben, ça va, 15 minutes, merci. L'amélioration des datations radiocarbone. L'amélioration des datations radiocarbone qui rectifie la durée de nos faciès culturels. Les pollutions qui rajeunissaient les dates nous donnaient des faciès culturels longs et nous entraînaient dans nos diagnoses à des contemporanéités. L'élimination des pollutions nous raccourcissent nos faciès culturels et donc nous avons des successions et non pas des contemporanéités. La confiance absolue et aveugle que nous avions dans nos physiciens des laboratoires de datation nous avait fait croire que toutes les datations qu'ils nous avaient données étaient des datations fiables. Or, comme vous le savez, 90% des datations que nous avons dépassent largement l'écart type qui ne mesure en fait qu'une erreur de comptage et jamais l'erreur de bout en bout sur l'échantillon que nous confions au laboratoire. Le renouveau des études technologiques, les procédés de fabrication qui renouvellent une approche typologique à la fois héritée de Montelius, mais cette approche que ces procédés de fabrication sur l'industrie lithique et sur l'industrie en matière dure animale. Et je voudrais saluer au passage les très nombreux volumes de la commission sur l'os, qui est d'origine USPP, d'Henriette Kantz-Fabre, à la fin des années de 1976, et les très très nombreux volumes qu'ils ont publiés en 40 ans. Le développement des études d'approvisionnement en matières premières, qui est une découverte en France depuis le début des années 80, principalement sur les silex et les pierres qui se taillent, mais aussi sur les coquillages, et qui ont fini par imposer un modèle de développement, un modèle de déplacement de longue distance. Nous sommes dans la longue distance au Paléolithique supérieur, plusieurs centaines de kilomètres. Ceux qui travaillaient en précurseur en Europe centrale, et je salue ici Cataline Biraud, savaient que les groupes chasseurs-cueilleurs faisaient des déplacements de plusieurs centaines de kilomètres pour s'approvisionner. Mais il est certain que si vous avez en Périgord du silex à 500 mètres, c'est quand même moins long pour aller vous approvisionner. Les études archéozoologiques dont j'ai parlé et nos cultures du Paléolithique supérieur, ces cultures du Paléolithique supérieur dont les noms sont toujours restés, que nous utilisons toujours, mais qui apparaissent de plus en plus comme des processus d'adaptation à la fois aux variations climatiques, des différenciations dues à des cloisonnements géographiques, des changements de systèmes de gestion de ressources alimentaires et d'approvisionnement en matières premières et des systèmes d'exploitation d'un territoire plus ou moins vaste. Donc nous devons passer maintenant que nos cultures, magdaléniens, aurignaciens, gravétiens, solutréens, ne sont plus que des logos ou que des icônes qui en fait représentent des systèmes et nous devons approfondir tous les processus internes et externes qui font fonctionner ces systèmes. Et nous découvrirons à ce moment-là que bien, nous allons lever un certain nombre d'obstacles qui, sur l'homogénéité ou l'hétérogénéité de ces systèmes, ou les convergences dont parlaient nos anciens maîtres, sur des phénomènes qui apparaissent dans ces cultures. Pensons processus, pensons système. Les géoarchéologues le font déjà depuis plus de 20 ans. Les archéozoologues le font déjà depuis plus de 20 ans. Eh bien, il faut que les préhistoriens et les protohistoriens s'y plongent avec enthousiasme et détermination. Enfin, effectivement, des variations climatiques qui ont une très forte influence sur les changements de végétation. Donc, sur les ressources animales et donc sur les chasseurs-cueilleurs qui vivent au milieu d'eux. Je passe sur le Paléolithique final, une période qui est passionnante, le Paléolithique final, puisque nous avons des successions d'événements climatiques, d'oscillations de la fin de la glaciation, et donc nous avons des réponses immédiates des groupes de chasseurs-cueilleurs à ces changements climatiques. La fin du Magdalénien, les industries à pointe à dos courbe, autrement dit Asilien ou Federmesser,
les adaptations au court coup de froid du Drias récent, et ensuite l'arrivée du préboréal et du mésolithique. Tout ceci est un environnement climatique qui est exceptionnel et passionnant pour comprendre comment nos sociétés de chasseurs-cueilleurs s'adaptent et pourquoi ils s'adaptent. Donc cette période est une période qui est bénie d'un point de vue méthodologique et d'un point de vue contexte scientifique pour pouvoir comprendre des processus, alors que si vous êtes dans un environnement climatique qui est stable, eh bien, cette vision-là n'est pas facile. Sur le mésolithique, je voudrais d'abord commencer par saluer ce renouvellement depuis une vingtaine d'années avec de nouvelles générations de chercheurs dans le domaine du mésolithique dans toutes les régions de France. Et donc c'est une discipline qui est en train de se recréer. Mais je voudrais aussi saluer notre ami et collègue, le docteur Rozoy, qui ne peut pas être parmi nous ici pour des raisons médicales, dont la monographie en 3 volumes à la fin des années 70, en 1978, est toujours la Bible ou le livre de base de tous les mésolithiciens français actuels, et pas seulement, parce que ça élargit un petit peu. Donc nous avons un phénomène intéressant dans le mésolithique qui est cette capacité à comprendre l'organisation des sociétés mésolithiques, leur répartition régionale, leur interrelation, mais il nous reste cependant à mieux comprendre cette transition du mésolithique vers le néolithique et de comprendre comment des sociétés qui ont des mêmes capacités technologiques ont réussi quand même à avoir 2 systèmes de ressources alimentaires entièrement différents, jusqu'au moment de la néolithisation complète de la France. Enfin, pour terminer, sur une spécialité qui jadis était la spécialité des grands préhistoriens à maturité, Henri Breuil, André Leroi-Gourhan, et qui est devenue une spécialité à part entière avec des chercheurs qui rentrent jeunes, entre guillemets jeunes, 33 ans ou 32 ans, c'est pas jeune, mais qui rentrent en début de carrière au CNRS et qui ont fait un travail considérable, mais pas seuls, puisque cette discipline comporte également un nombre très important d'amateurs qui ont fait des travaux fantastiques, et surtout l'ensemble des relevés dans les grottes de l'art pariétal, grotte après grotte. Nous avons aujourd'hui, 40 ans après, 95% ou 96% des grottes ornées qui ont fait l'objet d'un nouveau relevé avec des techniques modernes, variées, qui se complètent et qui nous donnent une capacité d'analyse et de compréhension de l'art en grotte profonde, comme de l'art pariétal dans les habitats, comme de l'art mobilier, et donc une vision qui est renouvelée et qui permet des travaux de synthèse qui s'intéresseront certainement plus à la fonction de l'art plutôt qu'à des théories généralistes sur l'art qui ne s'appuient en fait que fort peu sur les données issues de l'art pariétal et de l'art mobilier. Il reste à travailler sur 2 questions. Pourquoi l'art pariétal apparaît brusquement en France et pourquoi l'art pariétal disparaît brusquement en France. Et donc ce sont des mécanismes systémiques, et comprendre ces mécanismes systémiques, certainement, nous aideront à comprendre l'utilité et la fonction de l'art dans les sociétés du Paléolithique supérieur. Je m'arrêterai là, puisque ici, je voulais vous parler des major issues in archaeological research, et donc c'est plutôt du domaine des grandes commissions du ministère de la Culture de savoir comment on doit faire l'archéologie dans les prochaines années, et donc j'éviterai de vous en parler. Je voudrais simplement vous rappeler qu'il faut se polariser sur les questions qui ne sont toujours pas résolues et sur lesquelles il nous manque des informations. Plutôt que de redépenser notre argent et notre énergie
sur des fouilles de sites anciennement fouillés, sur des anciennes collections ou sur des problématiques déjà résolues. Il faut remettre en valeur la prospection. L'INRAP n'a pas vocation à faire l'archéologie préventive, de faire de la prospection. Elle intervient sur des opérations programmées avec des aménageurs. Les préhistoriens qui font de l'archéologie programmée fouillent des sites connus ou récemment découverts. Il n'y a plus en France de prospection. Nous devons, indépendamment de l'archéologie préventive et indépendamment de la recherche programmée, des fouilles programmées, réinventer la prospection pour redécouvrir des nouveaux sites. Sinon, nos jeunes collègues vont finir par passer leur temps à réétudier toujours les mêmes vieilles collections de musées et à refouiller les mêmes vieux sites dont il ne reste plus que de quelques rares témoins. La spécialisation qui s'est développée d'une façon importante ces 30 dernières années ne peut fonctionner que si elle s'intègre dans une multidisciplinarité, parce que vous allez finir par être autant de chercheurs aveugles qui ignorent une partie de la culture matérielle de votre site ou des données de votre site, et vous allez fonctionner seul. Vous finirez d'ailleurs par organiser vos colloques tout seul, vous aurez votre journal tout seul, et vous vous réunirez ensemble tout seul. Ça n'est pas la préhistoire. La préhistoire, c'est la multidisciplinarité, c'est la rencontre de tous les spécialistes. Et ceci est vrai en France, mais je pense que ce n'est pas seulement vrai en France. Enfin, au niveau de l'université, il ne faut pas oublier que l'université n'a pas seulement vocation d'enseigner l'érudition sur ces spécialités par période ou par région, mais elle a vocation aussi à apprendre le métier d'archéologue. Et malheureusement, je dois avouer que l'ensemble des universités françaises a pris beaucoup de retard sur l'enseignement des méthodes et des techniques de l'archéologie, sur les travaux pratiques, sur les formations complémentaires, bref, sur la nécessité d'avoir des chaires de méthodes et techniques de l'archéologie dans chaque université où on enseigne l'archéologie. Si les universitaires ne veulent pas le faire et veulent avoir 48 disciplines par période, par région et par continent pour 24 étudiants, à ce moment-là, le ministère de la Culture sera obligé de créer une école nationale supérieure de l'archéologie pour former les étudiants au métier d'archéologue et pas devenir les spécialistes de la transition entre le paléolithique moyen et le paléolithique supérieur sur 4000 ans. Et je termine là-dessus. Je vous remercie. I'm sorry for the light, but because of film conditions, because the ceremony is filmed, I cannot shut down the light. So, I hope you can see a little. Donc, je passe la parole à M. Jean Guilaine et M. Dominique Garcia qui ont coordonné l'ouvrage sur la proto-histoire de la France. Bien, mesdames et messieurs, donc... c'est ce second ouvrage que Dominique Garcia et moi-même avons piloté, que nous voudrions rapidement vous présenter en vous donnant les grandes lignes de son contenu, évidemment de façon très sélective, bien entendu, et en vous présentant quelques illustrations de l'ouvrage. Nous ne citerons, nous nous en excusons, aucun auteur,
afin d'éviter toute hiérarchisation ou toute susceptibilité, bien entendu. Alors d'abord, explicitons le terme proto-histoire. Il est ici entendu dans son sens le plus large, n'est-ce pas? Il englobe les millénaires qui courent depuis l'implantation des premières communautés d'agriculteurs jusqu'à la fin de l'indépendance gauloise. Et cette vision en longue durée présente l'avantage de ne pas scinder arbitrairement les rythmes des sociétés villageoises qui inaugurent les premiers temps de l'histoire rurale. Alors le titre même de l'ouvrage, La proto-histoire de la France, mérite une autre explication. Évidemment, ce genre d'exercice nous a imposé de limiter nos ambitions au seul territoire national. Certes, nous ne sommes pas dupes des contraintes dans lesquelles un tel découpage géographique et politique nous enferme. Nous savons bien que nos frontières nationales, issues de divers avatars historiques, n'ont aucune signification pour les périodes que nous évoquons. C'est au minimum à l'échelle de l'Europe, sinon au-delà, que nous devons penser des problèmes tels que la néolithisation, le mégalithisme, la diffusion de la métallurgie, les échanges à grande distance, la question celte, les relations des communautés occidentales avec les cités étrusques, grecques ou puniques. Et ceci en raison de la perméabilité même de nos soi-disant frontières naturelles, qui ne sont en fait que des portes largement ouvertes sur l'extérieur, qu'il s'agisse de la Méditerranée ou de l'Atlantique, et l'archéologie a bien démontré que les Alpes et les Pyrénées étaient bel et bien parcourues à partir du néolithique, sinon plus tôt. Quiconque serait donc tenté de chercher dans cet ouvrage, dans ces pages, une sorte de pré- ou de proto-histoire de la France, ou de proto-France, tout simplement, en serait pour ses frais. Nous l'affirmons avec force, tout au long de la proto-histoire, la France n'existe pas. Et il serait vain de vouloir dégager ici, tout au long des millénaires envisagés, une unité culturelle qui préfigurerait à l'amont le futur pays. Celui-ci est le résultat d'une construction historique liée à une succession d'événements nettement postérieurs au temps qui nous concerne. Ceux d'entre vous qui, comme moi, ont accumulé les années seront peut-être tentés par la comparaison entre le tome 2 de la préhistoire française, civilisation néolithique et proto-historique, publié en 1976 à l'occasion du congrès de Nice, et l'ouvrage d'aujourd'hui, La proto-histoire de la France. Je connais d'autant mieux ces deux ouvrages que j'en ai été, à 42 ans de distance, le pilote ou le copilote. Disons-le d'emblée, il n'était pas question de refaire, après 4 décades, la préhistoire française. Bien au contraire, le lecteur pourra, dans une optique historiographique, mesurer le chemin parcouru depuis les années 70 du siècle dernier et la proto-histoire d'aujourd'hui. L'ouvrage de 1976 avait pour ambition d'être une sorte de miroir des cultures proto-historiques des diverses aires géographiques de l'Hexagone. Il fut donc surtout, région après région, un panorama culturaliste à perspective analytique. Il fut aussi, reconnaissons-le, l'un de nos premiers ouvrages de proto-histoire à accorder au paléo-environnement toute la place qui jusque-là lui faisait défaut. Le temps a passé. L'archéologie préventive a désormais démultiplié les connaissances, la caractérisation des matériaux a levé bien des hypothèques, la chronologie absolue a affiné les scénarios, l'archéologie funéraire a dépassé l'étude des restes humains pour devenir une science des comportements culturels, la génétique revisite avec une précision jusqu'ici impensable les mouvements de population. Des problématiques de haut niveau peuvent être désormais ouvertes. Nous avons donc fait le choix de substituer à la vision analytique de naguère une sélection de questions générales dans une perspective où l'archéologue se positionne résolument dans les champs historiques et anthropologiques, plaçant ainsi la discipline au cœur des sciences sociales. L'objet n'est plus une fin, il s'est effacé devant la société. Un mot enfin pour, à travers ce livre, saluer la mémoire d'un grand acteur de la proto-histoire française, mais aussi du monde antique, qui vient de nous quitter, Christian Goudineau, professeur au Collège de France. À la présidence de diverses institutions, la revue Gallia, le Conseil supérieur de la recherche archéologique, le Comité scientifique du Mont-Beuvray, le Comité de l'archéologie du CNRS, son dynamisme a beaucoup contribué à rénover tout à la fois les structures et les problématiques des périodes qui nous sont chères. En lui dédiant cet ouvrage, nous voulons par ce geste lui témoigner notre amicale reconnaissance et celle de la profession.
Avec Jean Guillaine, nous avons tenu à ce que cet ouvrage soit pleinement le reflet des diverses forces vives de l'archéologie française. Enseignantes et enseignants, chercheuses et chercheurs des universités ou des grands établissements du supérieur, personnel du CNRS, agents du ministère de la Culture ou de l'Institut national de recherche archéologique préventive, membres de collectivités territoriales ont, sans distinction aucune d'institution, uni leurs compétences pour présenter ce tableau très actualisé de la recherche protohistorique en France. On doit leur savoir-gré d'avoir ainsi tenu à honorer, dans des délais contraints, ce moment fédérateur de l'archéologie internationale qui constitue, à Paris, le 18e congrès de l'Union internationale des sciences préhistoriques et protohistoriques. Nous tenons également à remercier Christophe Godard et Catherine Gruel d'avoir accueilli ces ouvrages dans la collection qu'ils dirigent aux éditions Hermann. Ce livre est donc la restitution des travaux menés dans les laboratoires, les centres et départements de recherche, les UMR notamment, grâce au regretté ACR, les actions collectives de recherche, les bien vivants PCR, projets collectifs de recherche, et autres indispensables dispositifs incitatifs. L'ensemble de ces travaux trouvant place dans les axes clés de la programmation nationale de la recherche archéologique, portée par le ministère de la Culture et suivie par le CNRA, le Conseil national de la recherche archéologique. Les fouilles programmées, laboratoires de recherche à ciel ouvert qui forment en France de nombreux étudiants, que ce soit sur des chantiers écoles, Latte naguère ou le Beuvray aujourd'hui, ou les simples opérations programmées qui sont le pilier indispensable et toujours solide de la recherche archéologique en France. Et François Gingent le rappelait tout à l'heure, il n'y a pas d'archéologie sans terrain et sans fouilles. Aujourd'hui, appuyer ces opérations programmées par l'archéologie préventive qui s'est largement développée ces 30 dernières années. Aujourd'hui, en France, chaque année, 700 km² de notre territoire sont aménagés par des routes, des ZAC, des lotissements. Un peu moins de 10% de ces 700 km² sont diagnostiqués à la demande et sous le contrôle scientifique et technique de l'État. Et environ 2% de cet espace font l'objet de fouilles archéologiques préventives, soit 14 km² qui chaque année sont explorés par l'archéologie préventive, que ce soit dans le cadre de diagnostics, comme ici dans les Hauts-de-France, sur des fouilles intégrales de sites, notamment le long du tracé du gazoduc ou le canal Seine-Nord-Europe il y a quelque temps, ou aujourd'hui le tracé de l'autoroute au contournant Strasbourg, ou des fouilles intégrales de sites, notamment, pour donner un exemple sur lequel on reviendra, la fouille de la tombe de Lavaux, et toutes ces opérations préventives programmées ne sont pas pour rien dans le renouvellement des problématiques et l'enrichissement de la documentation. De fait, ce n'est pas le moindre des atouts de la programmation de la recherche archéologique du CNRA, que j'évoquais à l'instant, d'associer pleinement les deux types de fouilles, les fouilles programmées et les fouilles préventives. Bien, alors l'ouvrage est découpé en 3 parties, n'est-ce pas, d'importance à peu près équivalente, même si la durée de chacune de ces parties va en se réduisant, évidemment, au fur et à mesure que l'on avance dans le temps. Alors l'étendue néolithique, donc, entre 6000 grosso modo et 2000 avant notre ère, l'âge du bronze 2800 avant notre ère, l'âge du fer 850 avant notre ère. Parlons d'abord du néolithique. On sait que la néolithisation du continent s'est effectuée en progressant selon 2 axes principaux, l'un maritime au sud par la Méditerranée, l'autre terrestre par le bassin du Danube et ses marges. Le territoire de France présente cet avantage géographique de se trouver au point de convergence de ces 2 courants, l'un méditerranéen, l'autre danubien, et donc de permettre une vision comparative entre ces 2 dynamiques de propagation. On a ainsi été porté à mettre en parallèle au sud, rubané au nord, comme 2 sortes de mouvements pionniers subcontemporains. Or, la recherche récente a fortement modifié, nuancé cette image. Si le caractère pionnier du rubané n'est toujours pas mis en doute en ce qui concerne le mécanisme de sa progression, au sud, en revanche, le cardial a perdu son caractère de culture primaire. Il a en effet été précédé de quelques bons siècles par de petits groupes d'agriculteurs, de petites unités issues de l'Italie péninsulaire,
utilisant une céramique à décor d'impression et qui sont venus fonder sur les régions côtières du Grand Arc ouest méditerranéen des sites fermiers de superficie restreinte pour ce qu'on en connaît et qui ont apporté les recettes de l'agriculture et de l'élevage. Certaines datations C14 situent leur apparition vers 5800 BC, voire plus tôt, alors que le cardial ne débute que vers 5500-5400 BC. Au point qu'il paraît assez logique de penser que les cardiaux, excusez-moi pour le terme, n'ont plus rien d'une culture intrusive, mais sont, au moins en partie, les descendants de ces premiers colons. Ce qui rend quelque peu obsolète toute comparaison avec la progression symétrique du rubané. Celui-ci et les italiques ceramica impressa étant des pionniers, mais pas les cardiaux. Dans les deux cas, rubanais et italiques, les relations précises avec les populations indigènes de chasseurs-cueilleurs et le rôle éventuel de ces dernières dans les processus de néolithisation demeurent toujours un thème de recherche très ouvert, d'autant que les situations de contact ou de cohabitation posent des problèmes de résolution chronologique. Et de ce fait, donc, on hésite toujours entre deux modèles théoriques, l'assimilation rapide ou la marginalisation-extinction. L'ouvrage avance quelques hypothèses sur les tempos, rapides ou saccadés des secteurs pionniers, sur les interactions entre les diverses aires de ces fronts de colonisation, sur les processus d'interface entre rubanais et méditerranéens, avec influence réciproque et recomposition culturelle. C'est dans l'habitat, et peut-être plus généralement dans l'art de bâtir, que les découvertes et les fouilles ont, grâce aux approches extensives, donné des résultats spectaculaires. Pas tellement pour les phases anciennes, où se rencontre toujours la dichotomie entre les maisons standardisées du rubané et les difficultés persistantes à caractériser la morphologie des habitations du cycle impresso-cardial. C'est, de façon plus globale, au néolithique moyen et final, que les nouveautés se sont accumulées, avec notamment la multiplication des sites ceinturés. De même, une grande diversité semble se dégager dans les plans mêmes des bâtiments, certains désormais reconnus dans certaines cultures jusqu'ici déficitaires sur ce point. Je pense aux bâtiments circulaires du Cerny, par exemple, ou les maisons allongées à extrémité en abside du Chasséen méridional, enfin connu, je dirais. Avec parfois aussi des monuments tout à fait impressionnants, atteignant ou approchant les 100 mètres de long. On passe bien sûr aux édifices de l'Ouest, genre Pléchâtel, ou à ce bâtiment trapézoïdal de Borieux dans l'Aisne, ce qui en dit long sur les compétences techniques des charpentiers néolithiques. Les fouilles extensives permettent désormais de dégager des localités dans leur plus grande extension, telle l'opération d'Evore à Bergerac, avec 30 bâtiments en abside. C'est bon. Suivante. Voilà. Alors, les maisons Cerny, et puis un exemple de bâtiment long, le bâtiment de mairie. Parallèlement aux habitats, le domaine du funéraire a tout autant bénéficié des recherches de l'archéologie préventive. Les auteurs de la contribution sur les morts néolithiques insistent précisément sur cette montée en puissance de la documentation et de la diversité des pratiques culturelles qui s'en dégagent. Certes, pour le néolithique ancien, on retrouve toujours la dichotomie nord-sud, avec quelques 400 tombes connues dans l'ère du rubané, dont les 3/4 dans la vallée du Rhin, et à peine moins d'une quarantaine dans la zone méditerranéenne. Cette position pouvant être plutôt attribuée à des causes culturelles qu'à des problèmes de recherche. On note avec intérêt en Alsace la présence de tombes bien dotées, indice de certains dénivelés sociaux. Les analyses isotopiques y mettent l'accent sur la grande mobilité des femmes, ce qui renforce l'hypothèse de règles patrilocales. Au néolithique moyen, la documentation est en forte augmentation, environ 400 sujets dans le Midi, avec un certain polymorphisme des expressions funéraires. Petite nécropole à corps fléchis et mobilier représentatif, s'opposant à des sépultures peu ou pas dotées, souvent de femmes, au sein des espaces domestiques, cette différence de traitement interrogeant, bien entendu. Signalons aussi plusieurs programmes en cours de paléogénétique dont on attend beaucoup pour préciser l'origine et la mobilité des populations. Sont également soulevés la question des rapports sociaux et notamment les exemples de violence, telle cette tombe d'Ackenheim, qui recélait 6 corps complets, mais aussi 4 bras gauches amputés à d'autres sujets,
lors d'un épisode quelque peu barbare. Les paléo-environnementalistes occupent aujourd'hui une place capitale dans nos recherches. Les travaux de géomorphologie, paléohydrologie, pédologie, paléobotanique, etc. concernent de façon symétrique à la fois des sites archéologiques et des sites non anthropiques en plaine, lacs, rias, tourbières, etc. La contribution qui nous est proposée, la contribution qui nous est proposée met l'accent sur un certain nombre d'études régionales particulièrement poussées, approche nécessaire, n'est-ce pas, la régionalisation, et qui s'explique par la diversité géographique du territoire français. L'objectif est de mettre en évidence des phases de déstabilisation, d'érosion, d'instabilité hydrologique, d'accumulation de sédiments, alternant avec des phases de stabilité des versants et des plaines alluviales, et, dans les deux cas, d'évaluer leur impact sur les paléocommunautés d'agriculteurs. L'objectif est de différencier les événements locaux, ponctuels, aisément surmontables par les groupes humains, des phénomènes globaux à large échelle géographique et qui ont forcément entraîné de fortes contraintes sur les communautés. La synthèse ici proposée tente de donner à l'échelle du pays un cadre de ces phénomènes successifs. Une intéressante question abordée, notamment celle des incendies lors des débuts du néolithique. Quelle est la part réelle des interventions humaines, sachant que les villageois ont aussi pu profiter d'espaces dégagés par les incendies naturels? Une chose paraît sûre pour le néolithique récent final, on assiste alors à la généralisation de l'usage du feu dans les pratiques agropastorales, en liaison avec la pression démographique. Restons sur le terrain économique avec l'exploitation des ressources végétales et animales. La contribution d'un groupe d'archéobotanistes tente d'approcher quelles plantes ont été cultivées et selon quelles évolutions tout au long des 4 millénaires d'histoire néolithique. Les populations méditerranéennes de l'Impresa et celles du Rubanais, de la moitié nord, ont privilégié les blés vêtus, amidonniers et en grains. Mais dès le Cardial et le Rubanais, l'adoption du blé et de l'orge nu sont à noter, ainsi que l'apparition du pavot. Tandis que les céréales nues vont à peu près prédominer au néolithique moyen, on va voir les blés vêtus revenir en force et cohabiter avec les variétés nues vers la fin du néolithique. Les légumineuses accompagnent diversement les céréales au fil du temps. C'est donc là une esquisse à valeur générale et qui devra évidemment être affinée et pour donner probablement un panorama plus complexe à l'avenir. Ajoutons que les auteurs critiquent le modèle, longtemps considéré comme classique, de l'agriculture itinérante sur abatis brûlis pour les populations danubiennes. La contribution des archéozoologues, également très fournie, met l'accent sur les plus récentes avancées de la discipline. Elle rejette sur des bases génétiques l'hypothèse d'une domestication autochtone de l'auroch en considérant pour le bœuf une origine proche orientale, mais sans exclure des introgressions de l'auroch européen dans les cheptels domestiques. Situation voisine pour le porc, domestiqué en Orient, mais suivie d'une domestication plus tardive du sanglier européen. Les auteurs évoquent largement la question des techniques et des pratiques pastorales. Je cite pêle-mêle l'adaptation des bovins à des espaces forestiers, la distribution des naissances de moutons en fonction de la saisonnalité et de la latitude, le recours aux produits laitiers dès les débuts du néolithique, l'étude des pathologies osseuses dans la démonstration du recours à la force animale. Ils insistent sur l'image symbolique qui pouvait s'attacher à certains animaux dans le cadre des diverses manifestations de la vie sociale, ainsi ce sujet que vous avez ici, donc, de la nécropole de Fleury-sur-Orne, enterré avec 12 carcasses de moutons. On trouvera dans l'ouvrage 2 chapitres sur le mégalithisme, qui est évidemment l'un des aspects les plus emblématiques du néolithique français. L'un consacré au dolménisme, l'autre aux statues menhirs et aux pierres levées. Le premier concerne une sorte de face-à-face entre les tombes mégalithiques atlantiques et celles du versant méditerranéen. Au plan chronologique, on considère que les premières débutent au 5e millénaire avec les dolmens à couloirs, alors que les tombes méditerranéennes ne prendraient leur essor que vers le milieu du 4e millénaire. Il faut rester prudent là-dessus, n'est-ce pas? Car des datations plus anciennes ont été livrées ces derniers temps sur des monuments d'Écosse ou de Corse, n'est-ce pas? Et les débuts du mégalithisme méditerranéen ne sont pas encore clairement fixés. C'est à compter de 3500 que s'affiche une tendance plus générale avec le développement plus global, donc, des monuments de type allée,
qu'il s'agisse des allées couvertes aériennes, n'est-ce pas, de la zone armoricaine, des allées enterrées du bassin parisien, ou des grands monuments du Midi, comme le monument de Pépieux, que vous avez ici, ou encore les hypogées d'Arles. J'exclus évidemment de ces grands monuments les dolmens angevins qui remontent au néolithique moyen et les allées d'Aquitaine à chronologie plus incertaine. Les auteurs de ce passage font observer qu'une opposition peut être notée entre la sphère atlantique et celle de la Méditerranée. Leur rapport à l'espace n'est pas identique. Sur la façade atlantique, on a privilégié le modèle agrégatif. Les monuments sont fréquemment regroupés sous une même masse tubulaire. Non, il faut revenir un peu en arrière. Encore, voilà, comme c'est le cas à Barnenay, que vous avez sous les yeux là. Et à l'inverse, du côté de la Méditerranée, la tendance est à la dispersion des monuments. Les pierres levées ont une chronologie plus étirée. Parmi les phases anciennes, voilà, on citera, n'est-ce pas, les grandes stèles décorées bretonnes, bien entendu, comme le grand menhir de Locmariaquer, monuments souvent brisés et recyclés dans la construction des dolmens à couloirs. Une autre variété ancienne concerne les alignements. Ceux de l'îlot d'Oédic, n'est-ce pas, dans le Morbihan, sont érigés dès la première moitié du 5e millénaire, ce qui autorise à réenvisager peut-être la chronologie d'autres alignements, et en particulier de Karnak, bien sûr. Toujours au 5e millénaire, on peut placer les stèles céphaliques, n'est-ce pas, à Rostrapica, vous en avez une ici, c'est celle de Guénoc, n'est-ce pas, ou les menhirs à renflement céphalique connus en divers points du territoire français. Quoi qu'on en dise, suivante, je pense que les alignements de Palagiou, en Corse, sont d'âge néolithique, en dépit de fréquentations ultérieures. Un autre stade est représenté par les stèles et les statues menhirs méridionales. Des datations récentes ont confirmé l'attribution des stèles de Provence, figurant un visage encadré d'une coiffure à chevrons de la première moitié du 4e millénaire, alors que les statues menhirs, et notamment les plus emblématiques, celles du Rouergue, n'est-ce pas, avec leur catégorisation des sexes bien marquée, ne remontent que vers 3500 avant notre ère. Quant aux statues de Corse, pour leur part, elles se divisent en deux groupes, celles armées de l'épée ou assimilées, qui sont attribuables à l'âge du bronze final, et celles à visage ovale et à cuirasse, qui sont sans doute un peu plus récentes. La question des matériaux, des productions, des échanges, des circuits de distribution au néolithique est devenue un thème de recherche très porteur depuis que la caractérisation des matériaux a très positivement investi la discipline. Ces approches permettent de mieux cerner les provenances et les processus de diffusion qui, pour beaucoup, transgressent les frontières de nos États contemporains. On a bien sûr en tête l'exemple des jades alpins, divulgués à travers tout le continent européen, et entre parenthèses, le travail colossal qui a été fait sur ce thème. Mais on pourrait aussi évoquer la varicite ibérique, n'est-ce pas, découverte dans les tombes du Morbihan, ou l'obsidienne sarde qui vient s'associer dans le Midi, vous en avez un exemple ici, au silex blond bédoulien. Dans la contribution consacrée à ce thème, il est bien entendu question des mines de silex, comme celle de Jablines, contemporaines d'autres grands centres d'extraction, comme ceux de Spienne, ou encore les carrières à ciel ouvert, comme celle de Plusulien pour la métadolérite des Côtes d'Armor. Précisément, notre chapitre aborde la question des innovations techniques qui ont jalonné le déroulement du néolithique. Certaines formes d'emmanchement des haches, plus tard la traction animale, l'arère, la roue, le cuivre, toutes ces avancées étant conditionnées, parallèlement à leur intérêt économique, par des fonctionnements sociaux et religieux, ce qui explique leur représentation sur les stèles de Bretagne ou d'ailleurs, ou sur les blocs gravés alpins. Tel est le cas du personnage représenté à Butiers, alors vous l'avez au fond de la diapo, là, de l'image, tel est le cas du personnage représenté à Butiers, en Seine-et-Marne, en compagnie d'une hache emmanchée et de deux bateaux, sans doute en liaison avec un récit mythologique impliquant l'océan ou la mer. Plus délicate est la question des organisations sociales au néolithique. Les pistes d'approche les plus courantes reposent sur l'analyse des sépultures et sur le comparatisme ethnologique remis ces dernières années au goût du jour par les travaux d'Alain Testard. Des propositions avaient été faites, que vous avez sous les yeux, notamment par Jean-Paul Demoule, n'est-ce pas, sur les variations du degré de différenciation sociale au fil du temps, avec des pics princiers, entre guillemets bien entendu, et des phases de tassement démocratique au sein des communautés néolithiques et protohistoriques en général.
Alors l'auteur de l'article, n'est-ce pas, qui n'est pas Jean-Paul Demoule, intervenant dans l'ouvrage, propose pour sa part une autre distinction. Des groupes dans lesquels l'hérédité généalogique, donc le poids des ancêtres, tendrait à développer la hiérarchie au détriment du mérite individuel. Toutefois, la préséance resterait symbolique. Ainsi en irait-il du rubané et du campaniforme. Et puis des groupes stratifiés dans lesquels les communautés seraient menées par des dominants instaurés par l'hérédité et qui disposeraient d'un vrai pouvoir politique. Et ce serait le cas pour des populations, par exemple des tumuli carnacéens du néolithique moyen, et pour les gestionnaires de certains grands mégalithes comme les hypogées d'Arles. Enfin, on pourra s'étonner que dans un volume d'où est bannie toute description de culture au sens archéologique d'agrégats de marqueurs spécifiques, on trouve un chapitre sur la question campaniforme. Si j'ai tenu à faire figurer dans l'ouvrage un texte sur ce sujet, qui nous place sur la transition néolithique-âge du bronze, c'est parce qu'à ses débuts, à mon avis, les formules les plus anciennes du campaniforme correspondent davantage à la propagation de pratiques d'une idéologie qu'à une culture archéologique au sens où on l'entend habituellement. Tel est le sens dont semble chargé le gobelet dit maritime. Ce n'est que dans un second temps que le campaniforme évolue vers l'expression de culture régionale, tandis que, pour sa phase ancienne, le véritable phénomène campaniforme échappe à cette définition. De par sa position géographique, la France se situe au carrefour des horizons européens rattachables à ce complexe, ce qui en fait l'intérêt, mais qui en même temps complique beaucoup le décryptage des diverses influences reçues. Alors la carte que vous avez, évidemment, est très nourrie, mais elle télescope forcément diverses phases de ce phénomène, disons. L'évolution du campaniforme embrasse en fait plusieurs siècles, et l'article de l'ouvrage propose précisément une déclinaison des divers styles campaniformes pour les grandes régions de l'Hexagone. Et nous passons à l'âge du bronze avec Dominique Garcia. Merci. Pour ne pas trop faire durer l'exercice, mais également parce que cela a du sens scientifiquement, nous traiterons aujourd'hui de façon conjointe les âges du bronze et du fer, soit les 2 millénaires avant notre ère. Dans l'ouvrage, ils sont par commodité et peut-être par tradition présentés dans 2 parties différentes et regroupent plus d'une vingtaine de chapitres que je vais évoquer donc selon différentes thématiques. En premier lieu, les modes d'habitat. Les nombreuses découvertes de l'archéologie ces dernières années donnent une image très anthropisée de la campagne aux âges du bronze et du fer en France, ce qui constitue là une nouveauté. À l'âge du bronze, les architectures sur poteaux plantés sont plus fréquentes, mais les autres modes de fondation, sablières basses, solins, murs de terre, sont sans ancrage fort au substrat, sont peut-être encore minorés du fait de l'érosion et des difficultés de lecture des vestiges. On aura peut-être des surprises dans les années qui viennent. Pour l'âge du bronze toujours, les nombreuses fermes dispersées caractérisent le mieux le mode d'occupation de l'espace, même si l'habitat groupé tend à occuper certains points névralgiques du territoire pour orienter, contrôler les échanges, mais le stade le plus complexe du village ne semble pas régulièrement atteint. Sans doute qu'au bronze final, l'apparition des hameaux marque une croissance démographique au sein de territoires définis. Pour le premier âge du fer, les principautés celtiques constituent les premiers exemples d'urbanisation connus sur notre territoire. Ils sont associés, bien entendu, à un double phénomène, un phénomène qui touche l'espace européen de la partie centrale et occidentale de l'Europe, et également un phénomène méditerranéen. En fin de compte, le processus des principautés celtiques est un phénomène euro-méditerranéen. En effet, l'émergence des éphémères principautés celtiques du premier âge du fer est l'un des phénomènes sociaux les plus spectaculaires de la protohistoire européenne, sur un vaste espace couvrant le plateau suisse, le quart sud-ouest de l'Allemagne et le quart nord-est de la France. De puissantes entités politiques ont adopté un mode d'organisation urbaine entre 580 et 450 avant notre ère.
ce phénomène est connecté à celui que l'on peut trouver dans la partie plus méridionale et notamment les sites de la Méditerranée. On voit ici projeter bien entendu les travaux menés ces dernières années sur VIX qui ont permis de connaître à la fois des découvertes importantes sur l'habitat venant compléter celles que l'on pouvait voir dans l'ouvrage il y a 40 ans sur les espaces funéraires. Ce phénomène d'urbanisation qui touche le centre et la partie occidentale de l'Europe est en fin de compte un mouvement que l'on connaît de manière assez forte en Méditerranée et notamment en celtique méditerranéenne selon un réseau de comptoirs littoraux et d'habitats qui, sur les terres languedociennes et provençales, connectent les puissances méditerranéennes, dont Massalia et Empurias dans cette région, avec l'ensemble des sites protohistoriques de la partie méridionale du pays, et ensuite, via la vallée du Rhône et de la Saône, les principautés celtiques du centre et de la partie occidentale de l'Europe. L'âge du fer, à l'échelle du pays, le nombre de gisements d'habitat a explosé ces 40 dernières années. Leur chronologie a été précisée, leur analyse étendue à leur architecture, leur production et leur environnement. Aujourd'hui, leur nombre exige une analyse statistique des résultats des fouilles programmées, comme des fouilles préventives, à travers une coordination des bases de données existantes. Et c'est là la synthèse que l'on trouvera dans cet ouvrage, une première approche statistique du développement du phénomène urbain en France durant l'âge du fer, entre le 4e et le 1er siècle avant notre ère. Phénomène analyse statistique qui est bien entendu renforcé par les fouilles réalisées notamment en programmé ou en préventif sur de grandes surfaces, Bibracte, à Six-Romances ou Paul par exemple. Ces transformations de l'habitat, tant à l'âge du bronze qu'à l'âge du fer, s'inscrivent bien évidemment dans une modification importante des paysages. La période de la protohistoire voit le développement progressif des activités agropastorales et une anthropisation croissante de l'environnement. Aujourd'hui, on date les plus anciens vestiges de parcellaires de l'âge du bronze, ce qui est une nouveauté en France. L'âge du fer, lui, est caractérisé par une grande diversité de pressions anthropiques. Si dans certains secteurs, la forêt recule à peine, d'autres lieux sont marqués par les premières déforestations. Agriculture, pastoralisme et métallurgie façonnent peu à peu l'environnement. L'alimentation de l'âge du bronze est aujourd'hui mieux connue grâce à des récentes synthèses nationales des données archéologiques et carpologiques. Si des lacunes demeurent pour les phases anciennes et moyennes, le bronze final et l'âge du fer sont bien documentés. Pour l'âge du bronze, les informations enregistrées pour cette période montrent que l'agriculture et l'élevage assurent une part plus importante de la subsistance qu'au temps pionnier. Grâce aux évolutions des systèmes agropastoraux, les ressources animales, elles, reposent essentiellement sur le bœuf, les caprinés et les porcs, qu'accompagnent de façon discrète le chien et le cheval, plus récemment domestiqués. Les animaux sont élevés d'abord pour la viande, cependant la production de lait et les produits dérivés se développent. Quoiqu'en régression, la chasse des gros mammifères, cerfs, sangliers, etc., et d'une grande variété de petits gibiers assure un complément alimentaire. Pour cette période, on notera également que la palette des cultures végétales s'est enrichie du fait de la diffusion de plantes domestiques d'origine exogène, l'épeautre, les millet, l'herse, la caméline notamment. Les céréales forment le socle de la diète quotidienne, mais légumineuses et oléagineux y prennent une part de plus en plus grandissante. Le nouveau rôle du millet dans les régimes alimentaires humains et animaux est attesté par les résultats des études des ratios isotopiques sur ossements. L'évolution de l'économie manufacturière est également un trait marquant des âges des métaux.
Son approche a été sensiblement renouvelée ces dernières décennies, voire ces dernières années, notamment pour la métallurgie du bronze. Les méthodes d'étude ont changé. La métallurgie des alliages cuivreux enseigne non seulement sur des choix techniques spécifiques, mais également à la fois d'usage, les catégories d'objets fabriqués, et de la société. La métallurgie du bronze n'est plus seulement une affaire de classement de mobilier servant à définir les cultures, elle a désormais acquis son statut de sujet d'histoire. Le changement de paradigme est également sensible pour les périodes un peu plus récentes, notamment pour les âges du fer. Au début de l'archéologie protohistorique, les chercheurs ont privilégié les objets qui confirmaient les textes ou qui illustraient les textes antiques. Les autres productions artisanales furent étudiées surtout pour leur esthétisme, leur technique ou leur exotisme et d'après la valeur accordée aux matériaux et à leur traitement. Le discours porté naguère sur l'objet en oubliant l'homme et ses savoir-faire. Aujourd'hui, c'est l'artisanat et l'artisan qui sont au centre des problématiques. Pendant longtemps, la guerre n'a pas constitué un sujet durant des décennies. Le mot d'ailleurs n'était pas employé dans les travaux ou des publications, sauf peut-être pour les périodes illustrées par les textes à la fin de l'âge du fer. C'est sans doute le temps des formes politiques et de gouvernements nouveaux. À tout égard, le deuxième millénaire avant notre ère est présenté dans l'ouvrage comme un temps majeur dans l'histoire de la guerre protohistorique. On retrouvera également dans cet ouvrage une analyse du monde des dépôts métalliques qui fournissent effectivement une documentation abondante pour l'âge du bronze et le tout début de l'âge du fer. Les dépôts d'objets métalliques de l'âge du bronze et du premier âge du fer appartiennent à des pratiques à effets multiples dont les termes ont été variables selon le temps et les espaces régionaux qui sont présentés dans le livre de manière fine. En France, la chronologie du phénomène semble corroborer une première phase ponctuelle, économique et marchande, le plus souvent à mettre à l'actif d'ateliers régionaux. Les métallurgies proches des lieux d'extraction de minerais et les modèles nord-alpins imposent alors leur dynamisme. Puis, un deuxième temps amorce une certaine généralisation de la pratique d'enfouissement et probablement la complexification du sens que les populations accordent localement ou socialement à ce geste multiforme. Et c'est là une avancée importante dans l'ouvrage de réanalyser les dépôts de l'âge du bronze sur leur diversité. Depuis une quinzaine d'années, les recherches sur les pratiques funéraires de l'âge du bronze ont été enrichies par l'association des données archéologiques et anthropologiques, ça a été cité à plusieurs reprises dans notre introduction, dans un dialogue commun qui met l'humain au premier plan. Cet échange a ainsi permis une approche concertée du processus funéraire à travers les étapes d'un monde opératoire allant du traitement du corps à la construction d'un paysage funéraire en passant par la composition du dépôt funéraire et l'architecture de la tombe. C'est notamment ce qu'a mis en avant ces dernières années, il y a 3 ans, la découverte de la tombe protohistorique de Lavaux près de Troyes, où ce n'est pas uniquement bien entendu les restes matériels qui ont été analysés, mais bien entendu le contexte anthropologique et le contexte de la tombe dans son environnement, voire même sur la longue durée. Vous voyez cette opération d'archéologie préventive sur cette image, une restitution de ce tertre important, une vue rapide du défunt, un sujet masculin portant un torcanor daté des environs des années 480-450 avant notre ère. Et puis une image remarquable qui nous a permis d'avoir un emblème sur la couverture de l'ouvrage, ce chaudron étrusco-grec qui a été découvert dans un angle de l'espace funéraire, accompagné d'un service à boire remarquable, notamment une nokoé grecque du début du 5e siècle avant Jésus-Christ, dont le vase a été complété par des ajouts, notamment d'or, au pied et sur le bord du col. Ces découvertes, bien entendu, mettent en avant un dossier qui est important, qui est celui de la circulation et des modalités d'échange à l'âge du bronze,
puis à l'âge du fer en France. Durant l'âge du bronze, circulation et échange prennent un essor inédit. Ceux qui concernent les métaux sont les mieux documentés, mais nos connaissances des circulations métalliques sont aussi tributaires de pratiques de dépôt volontaire d'objets, qu'ils soient funéraires ou non, car les métaux avaient une valeur importante et étaient facilement recyclables, vous le savez. Ce filtrage de l'information nécessite de lire avec précaution les cartes des découvertes. Les lieux de production et les aires de circulation ne sont pas évidentes à déterminer, mais aujourd'hui, on ose imaginer des espaces de circulation transmanche, des espaces de circulation à grande échelle pour l'âge du bronze et le début de l'âge du fer en Méditerranée. Et pour l'âge du fer, on retrouvera dans l'ouvrage une analyse fine de l'ensemble des répartitions d'objets exportés en Gaule entre le 6e et le 1er siècle avant Jésus-Christ, qui nous permet de lire sur un jour nouveau les produits consommés, les produits importés du monde méditerranéen ou du monde celtique, mais également d'analyser les circuits d'échange et les modalités d'échange à une échelle transméditerranéenne et transeuropéenne. Un sujet extrêmement important qui est traité dans les derniers chapitres de l'ouvrage, c'est celui de la circulation monétaire. Aujourd'hui, la numismatique est devenue une véritable étude archéologique et non pas uniquement une étude de la monnaie pour la monnaie, mais bien connaître effectivement l'ensemble des centres émetteurs, l'ensemble des espaces de consommation, la modalité des espaces où des types monétaires qui ont été retrouvés. Et aujourd'hui, grâce à une enquête approfondie menée ces dernières années, on arrive à établir une cartographie fine des lieux de production et les lieux d'utilisation, de circulation de ce monnayage. On trouvera dans l'ouvrage une synthèse inédite sur ces sujets. Pour terminer, abordons deux sujets. Celui de la religion, qui est avant tout une affaire de croyance et de rite, appréhendé par l'anthropologie sociale comme un système de pensée, de pratiques qui fondent les institutions religieuses et déterminent la fonction qu'elles remplissent dans la société. Parce qu'elles sont documentées de l'extérieur par les auteurs grecs ou latins, ce qui correspond à la définition même de la protohistoire récente, les religions du second âge du fer s'inscrivent en marge de ce cadre d'analyse. En effet, les principes métaphysiques ou philosophiques qui fondent le fait religieux, exprimés le plus souvent par le langage verbal, écrit ou artistique, se dérobent en grande partie de l'approche positiviste des archéologues. Cependant, grâce aux fouilles extensives, soit en préventif ou en programmé, on retrouvera dans l'ouvrage une synthèse sur les religions gauloises, notamment documentées par des fouilles récentes, en particulier celle de Coran que vous voyez sur l'image. Pour terminer, et peut-être pour faire une transition rapide avec l'histoire, on a souhaité terminer cet ouvrage sur la conquête avec un chapitre consacré à la conquête de la Transalpine et à la guerre des Gaules au 2e au 1er siècle avant notre ère. Longtemps, bien entendu, la guerre des Gaules n'a été analysée et comprise que à la lecture, bien entendu, de l'ouvrage de César. Or, ces dernières décennies se sont développées en France une analyse archéologique de ces sites de guerre et notamment les travaux menés autour d'Alésia ou de Gergovie permettent de documenter de manière archéologique ces monuments importants, voire fondateurs de notre histoire. En cela, terminé par ces éléments, cet ouvrage consacré à la protohistoire de la France et offert à l'occasion d'un colloque sur la préhistoire et la protohistoire internationale, était pour nous le fait d'atténuer l'espace, essayer de proposer une approche historique pour la préhistoire et la protohistoire et essayer de continuer à encourager une approche archéologique pour les périodes postérieures au changement d'ère. Voilà, nous vous remercions de votre attention.